le Président Dominique Weber, messieurs les présidents, j'ai eu le plaisir autour d'un café de rencontrer. Je veux vraiment vous remercier de votre invitation. C'est une chance pour moi que d'être des vôtres ce matin et de contribuer pour une modeste part, mais tout au début en tout cas, à cette réflexion qui va vous occuper sur cette journée du 12 mai. J'anime aujourd'hui un certain nombre de cercles de réflexion sur les questions de santé publique et sur des questions de protection sociale qui me conduisent, c'est mon chemin à moi, à m'interroger sur ce que pourra être notre système de protection sociale demain. La prospective de notre système de protection sociale, elle est à la fois extrêmement complexe et extrêmement simple. Extrêmement complexe parce que personne n'a la solution, extrêmement simple parce que ne pas voir ce vers quoi nous tendons relèverait de l'irresponsabilité si on veut dire les choses gentiment. Vieillissement de la population, vous l'avez évoqué dans votre propos, Monsieur le Président, évolution des risques en santé et évolution de la soutenabilité de notre modèle social pour ce qui concerne les finances publiques. C'est à peu près ça l'épure du problème qui nous est posé. Vieillissement de la population, on ne va pas se lancer des chiffres à la figure, mais on sait que la pente naturelle de la démographie française est effectivement le vieillissement, ce qui conduit à plusieurs préoccupations. Bientôt, nous passerons plus de temps en inactivité qu'en activité. Et sur la partie vieillissante de la population, ce temps-là, de l'activité inactive, si vous me permettez cette facilité de langage, ne va cesser d'augmenter. Et tout au bout du chemin, il y a le risque de dépendance, et singulièrement la très grande dépendance, dont nous pouvons faire le pari tous ensemble grâce au progrès de la médecine et au progrès de la protection sociale, que les années de grande dépendance seront très peu nombreuses et ne concerneront que le moins possible de nos compatriotes, mais nous savons déjà que les 18 derniers mois de la vie peuvent, pour certains d'entre nous, se faire dans des conditions de perte d'autonomie extrêmement lourdes. Ça, c'est pour ce qui concerne la pente démographique de notre affaire de protection sociale. Et puis, il y a l'évolution des risques en santé. Naguère, quand les pères fondateurs ont porté, comment dirais-je, les réformes permettant de faire émerger notre système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui, le risque, c'était l'aigu. C'était l'accident, la pathologie fulgurante qui faisait que tout le système de santé devait s'orienter vers une réponse hautement technique, et ça a été le combat du système de santé français, permettant de remettre sur pied ceux qui étaient frappés par ce coup du sort qu'était la maladie dans sa forme la plus paroxystique et violente. Ça va de la crise d'appendicite jusqu'à la crise cardiaque, en passant par toutes sortes de désagréments que tout le monde connaît, mais qui nécessitent une prise en charge concentrée, rapide, courte, et qui se traduit par la guérison. C'est-à-dire qu'au bout de ce schéma, on repart, peut-être un peu affaibli, mais réparé. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, notre système de santé est marqué par une nouvelle apparition d'un risque complètement différent, qui est celui que nous apporte la maladie chronique. La maladie chronique, ce sont les cancers, ce sont les maladies cardiovasculaires invalidantes, ce sont les diabètes, ce sont les pathologies psychiatriques, ce sont les maladies virales complexes type VIH et d'autres, qui font que l'on peut passer des années dans une situation où le soin est incontournable, mais où la vie demeure. Des années pendant lesquelles l'objectif est la rémission, pas forcément la guérison. Au point que nous connaissons déjà aujourd'hui certains de nos proches ou de nos compatriotes qui
ayant été atteints de maladies chroniques, je pense aussi naturellement aux maladies neurodégénératives, vont mourir d'autre chose, mais auront toute leur vie dû se soigner pour surmonter ces pathologies chroniques. Si je fais cette incursion dans l'histoire des risques en santé, c'est que naturellement la réponse en santé et en protection sociale se trouve percutée par l'évolution des risques. Parce que là où on pouvait proposer à nos compatriotes de passer, 8 jours à l'hôpital pour y faire un enfant, pour y réparer une jambe cassée ou pour sortir de je ne sais quelle affection de type, je disais appendicite ou que sais-je, ou pneumonie, là aujourd'hui, le schéma n'est plus du tout le même. Bien sûr qu'il va y avoir encore des phases aiguës, mais nous le savons tous, le parcours de soins, et je pèse mes mots en disant parcours de soins, va devenir un parcours où vont s'intriquer des réponses, en soins classiques, mais des retours à domicile, naturellement des retours au travail, et une espèce d'alternance, de mix entre eux, des réponses qui pour certaines sont des réponses intrafamiliales, des réponses sociales, des réponses en citoyenneté. Et donc, l'organisation, l'agencement des lieux dits de soins devient évidemment, revêt naturellement des enjeux tout différents et tout autres. Et en préparant les propos que j'allais tenir devant vous ce matin, je me disais, mais au fond, si les aménageurs et ceux qui conçoivent la dimension mobilière de la réponse n'entendent pas ce discours de la transformation du risque, nous serons dans l'incapacité d'apporter la réponse en santé et en protection sociale que nous impose ce changement de risque. C'est tout aussi simple et, pardonnez-moi, brutal que cela. Et donc, dans vos réflexions, bien sûr que vous contribuez à l'évolution de vos filières, bien sûr que vous vous donnez vos chances de croissance pour demain, mais ne vous y trompez pas, vous donnez à l'ensemble du système de santé et du système de protection sociale la possibilité de se transformer ou pas. C'est pour ça que l'hospitalocentrisme qui conduit notre système de protection sociale aujourd'hui à dépenser tant d'argent public, au point d'ailleurs d'en être insolvable. N'oublions pas que chaque année, à partir du mois de septembre, on commence à tirer sur les marchés financiers pour pouvoir répondre en protection sociale à nos compatriotes. Notre système de protection sociale et de santé, disais-je, qui aujourd'hui dépense dans une conception, dans un design organisationnel tout entier hérité de la conception hospitalière, envoie tout un pays dans le mur. Alors, mes propos sont caricaturaux. Bien sûr qu'il faut continuer d'avoir une réponse hospitalière conventionnelle, classique, et ça va durer un certain temps. Mais si nous ne faisons pas émerger, avec une vision suffisamment politique, et je pèse mes mots, et suffisamment ambitieuse, la réponse en santé et en protection sociale qu'impose et le vieillissement et la chronicisation de la question de la santé publique, alors nous ne serons pas en capacité de transformer le modèle. Et c'est ce que je suis venue vous dire ce matin. Et quand vous allez réfléchir à l'innovation, si je pouvais me permettre de vous suggérer, de vous arracher, je dis bien arracher, au modèle et au modèle mimétique et à la représentation prescriptive du modèle actuel pour penser cet alter-modèle dont nous avons besoin, vous rendriez un énorme service à la puissance publique en l'interpellant parce que vous rendez possible l'émergence de ce modèle demain. Quelle est la tête de l'usager du système de protection sociale ou de santé publique demain? À quoi il ressemble? C'est un patient qui ne patiente plus.
c'est un patient qui est debout. Lui, le lit, ça ne lui parle pas du tout. S'il a besoin de se coucher, il se couche chez lui. Quand il va à l'hôpital, il va sur une base technique chercher une réponse chimiothérapique ou bien technique à un problème de santé, mais sa vocation n'est certainement pas d'y stationner, d'y être en stand-by pour faire je ne sais quoi, parce que la part du soin soignant, au sens où on l'entend traditionnellement, elle est peut-être très onéreuse dans la chaîne de la valeur, mais elle est très limitée dans le temps. Et lui proposer d'abandonner sa famille, d'abandonner son métier, d'abandonner sa citoyenneté, d'abandonner tout ce qui lui tient tant à cœur, c'est non seulement le pénaliser comme acteur économique qu'il est, mais aussi le pénaliser dans ses chances de rémission. Parce que si en plus le soin se conjugue avec l'internement, et je pense là en particulier à l'approche des stratégies thérapeutiques en matière psychiatrique, l'épidémiologie des pathologies psychiatriques est particulièrement élevée. C'est un risque en santé qu'on oublie de mentionner, mais il est supérieur en coûts médico-économiques aux pathologies conventionnelles que sont les pathologies cardiovasculaires, les diabètes et les cancers. Le coût médico-économique des pathologies psychiatriques en France, c'est 60 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça coûte en santé, mais ça coûte en perte de chance et ça coûte à la famille qui est complètement détruite par l'émergence d'une pathologie psychiatrique dans le cercle familial. Alors vous comprenez bien que le lieu de vie, l'alter-domicile, qui va être par exemple l'établissement de suite, ou l'établissement dit hôpital de jour dans le jargon, qui est en fait une solution souple où on vient chercher du soin, mais où on vient chercher de la socialisation, avec un aménagement de l'espace, avec un design particulier de l'espace, de la solution jusqu'au mobilier, va contribuer à prescrire l'échec ou au contraire accompagner la rémission. C'est ce que je suis venue vous dire ce matin. Et ce système-là, je crois qu'il faut l'enrichir d'autres notions. Le patient, le portrait robot de mon patient qui ne patiente plus et qui exige que quand il est en salle d'attente, avant de se faire sa dialyse, la salle d'attente ne soit pas un parking avec 2-3 revues périmées sur la petite table basse bancale, à côté de la plante verte, fanée. Ce lieu-là doit être un lieu de connexion, un lieu de contact permanent avec l'extérieur, parce que pendant le temps du parking, la vie continue. Juste, la vie continue. Il y a des enfants à garder, il y a un boulot à faire, il y a une information à capter, et il y a un droit et une citoyenneté à exercer. D'autant plus que le soignant, le médecin, il a besoin du patient pour trouver la stratégie thérapeutique. Et que l'idée du médecin qui arrive avec sa blouse, vous savez, dans un courant d'air, et qui dit, voilà, Monsieur Durand, c'est plus du tout ça. Parce que ce médecin, il a besoin des données, des datas, pour alimenter ensuite les chercheurs qui sont adossés à cela et qui demain contribueront à produire le médicament sur mesure de Monsieur Durand. Et puis, le médecin, il sait que si Monsieur Durand n'est pas capable de lui dire en temps réel comment ça se passe pour lui avec sa montre connectée, eh bien, sa stratégie thérapeutique, elle va échouer. Et que donc, tout sachant qu'il est, s'il ne donne pas la parole au patient tout aussi sachant, le couple soignant-soigné sera inefficace. Ça, je vous fais le coup de la salle d'attente. Mais au-delà de cela, mon patient, mon portrait robot de ce patient augmenté par les données qui lui appartiennent, faut-il le rappeler, qu'il peut consentir à mettre à disposition du soignant, peut-être à vendre, allez, soyons fous. Là, on est vraiment au-delà de la prospective. Eh bien, ce patient-là, figurez-vous, ça n'est pas un individu.
c'est souvent un collectif. Parce que c'est le patient, mais c'est aussi sa famille. Ce sont ses aidants qu'il trimballe avec lui, réellement ou virtuellement, et qui sont partis aux soins et partis à la réponse. Et donc dans l'EHPAD, le lieu de vie de ce quasi-domicile que devient l'EHPAD, c'est le lieu de la personne, bien sûr, mais c'est le lieu de la famille. C'est le lieu aussi d'une administration qui va devoir se déplacer pour répondre à la question citoyenne que va poser ce consommateur, cet usager de l'administration, bref, cette personne, plus ou moins debout, peut-être, mais debout dans sa tête et debout dans sa citoyenneté. Et donc, là encore, la question des circulations, la question des ouvertures, la question du mobilier, dans sa forme, dans sa symbolique, dans son esthétique, dans la capacité de projection qu'elle offre, j'affirme, c'est une intuition, mais qu'elle est partie à la rémission. Et ça n'est donc pas simplement que l'objet, que l'accessoire ou que le point d'appui. C'est partie intégrante au projet de soins, au projet de care et au projet de protection sociale. Donc un patient pluriel, un patient debout, un patient citoyen, un risque qui change. Voilà, pour moi, enfin, dans l'acception que j'en ai aujourd'hui, ce que nous devons contribuer à préparer pour répondre à nos compatriotes. Parce que les enjeux sont naturellement des enjeux éthiques. Les générations qui vont avoir besoin du système de santé et de protection sociale sont connectées aujourd'hui. Je veux dire, on ne pourra pas leur arracher leur lien avec l'extérieur. Demain, quand on va concevoir l'hôpital que l'on construira ne ressemblera plus jamais à l'hôtel-Dieu, malgré la qualité architecturale de l'endroit. C'est déjà un hôpital rue que celui que l'on construit. Il faut aller à Georges Pompidou, il faut aller à la Fondation Montsouris pour voir comment les choses se passent. Pourquoi un hôpital rue? Parce que l'hôpital rue, il se traverse. Il se fréquente, il se traverse. Ça n'est pas un hôpital de la clôture et de l'enfermement. Et dans la rue de l'hôpital rue, il y a des aménagements. Il y a du design. C'est celui des commerces, c'est celui des services rendus, c'est celui de la présence de l'administration, c'est celui des chercheurs, où ces populations se croisent, mais aussi se côtoient et se confrontent pour produire une réponse en santé publique. Donc ce modèle que nous avons parfois peine à imaginer parce qu'il bouscule nos représentations traditionnelles, il a un enjeu, disais-je, éthique, mais il porte un enjeu de soutenabilité des financements de notre modèle de protection sociale. Aujourd'hui, dans notre pays, on continue de tarifer au prix du soin des choses qui ne sont pas du soin. Quand vous allez dans un hôpital de jour, pour une intervention ponctuelle avant de rentrer chez vous, la part du soin est très contrainte, très limitée. Tout le reste, c'est soit de l'hôtellerie bas de gamme et du parking, soit de l'attente, soit de la perte de chance, soit de tout ce que vous voulez d'autre, mais enfin quelque chose de très dégradé. Et donc du coup, quand on tarifie ça à 750 € jour moyen, je pense qu'on peut s'expliquer pourquoi il y a une telle dérive des comptes sociaux. Parce que la vérité, c'est que la formation du prix, c'est peut-être 750 € jour, rapporté à l'heure et rapporté en analytique au prix du soin. Mais la chaîne de la valeur est complètement aujourd'hui différente. Et ça, on l'omet. Et donc, je veux bien qu'on cherche de nouveaux systèmes de financement de notre système de protection sociale. Mais remettre du cash dans le bazar, si c'est une machine qui prend l'eau, me semble alors là, politiquement, quelque chose qui relèverait de l'erreur collective de gestion. Transformer la chaîne de la valeur, c'est ce que vous allez rendre possible par la potentialisation que vous pourrez apporter à ces réponses. Ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir imaginer un dessin politique comme celui que je viens de vous exprimer sur l'avenir de notre système de protection sociale, il faut des objets, il faut des maquettes, il faut des choses concrètes, matérielles,
à partir desquels l'imagination peut se révéler et peut se libérer. Et donc, vous allez pouvoir apporter, par votre créativité, des illustrations de ces possibles, y compris des illustrations tangibles, scénarisées de ces nouveaux usages. Voilà, je ne veux pas être plus longue parce que vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais voilà ce que j'avais envie de vous livrer ce matin dans ce message liminaire pour les enjeux dans lesquels vous vous inscrivez. Et vraiment, du fond du cœur, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir permis de vous livrer mes réflexions et de vous livrer aussi ce message de l'importance de ce que vous faites. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Merci. Non, au début, et oui, après. Et d'ailleurs, c'est grâce à votre invitation que, si vous voulez, ma réflexion s'est prolongée. Ce que j'ai créé à la réflexion, en fait, j'ai créé une petite structure qui s'appelle le Fab Lab de la protection sociale, en utilisant les méthodologies de l'innovation ouverte pour essayer de regarder comment on peut designer un alter système de protection sociale. Le but, c'est on n'est pas dingue, on n'est pas en train d'imaginer que ça peut renverser la table et suggérer qu'on puisse tout mettre par terre pour mettre en place un autre système, c'est pas ça. Mais c'est à des fins d'interpellation du système actuel, on veut faire émerger une autre proposition et une autre approche. Et le point ultime où j'étais, c'était celui du design organisationnel des structures hospitalières, vous voyez, à travers la question de l'hôpital numérique et de l'hôpital digital. Mais en fait, c'est un prolongement de ça. Et vous, tout à fait, pourriez participer de cela. Ben, ça me semble extrêmement important. Mais notre système de protection sociale a beaucoup de mal avec l'innovation. Il est très administré, comme chacun sait, et de ce fait, il est très prescriptif, et depuis très longtemps. Et donc, les innovations, si vous voulez, elles peuvent dans certains cas faire l'objet d'une attention bienveillante, dans certains cas faire l'objet, alors là c'est quand on a réussi son coup, l'objet de financements spécifiques, mais qui sont toujours des financements dans la subsidiarité. L'un des enjeux pour le système de protection sociale, c'est d'être capable d'inclure les processus d'innovation. Exactement comme c'est le cas dans tous les secteurs, et ce dont vous portez témoignage. On ne peut pas imaginer que le système de protection sociale soit conservateur. Il doit l'être au plan des principes de solidarité, de citoyenneté, mais certainement pas du fait des modes opératoires. Et l'un des enjeux, en effet, c'est de rendre l'innovation, le droit à l'innovation, ouverte dans ces secteurs-là. Pour cela, il faut que l'administration se réforme elle-même et s'autorise l'expérimentation et des financements de l'innovation qui soient des financements pérennes. Aujourd'hui, ils ne sont pas sécurisants pour les partenaires de ces systèmes de santé et de protection sociale, parce qu'au bout de 2 ans, les financements se tarissent et que du coup, les projets risquent de disparaître alors même qu'ils ont pu apporter la preuve de leur pertinence. Alors on n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est un axe de réforme extrêmement important et je partage votre préoccupation et sans doute votre déception parce que vous savez que vous avez des réponses. L'idée dans ma vision des choses, c'est pas tellement de dire confier au privé. Je crois qu'on a besoin de changer de modèle, je m'explique. En fait, l'hôpital a besoin d'avoir un plateau technique blindé, si vous me passez l'expression. Et l'hôpital doit se demander ce qui, en dehors du soin soignant, relève d'autres fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité hôtelière. Il existe en France quelques rares hôpitaux qui ont adossé au plateau technique une résidence hôtelière. Donc ce n'est pas tellement qu'on va confier au privé, mais c'est que l'essence de la réponse est fondée sur ce partenariat. Et là, en effet, on rejoint ce que vous dites. Je vais vous donner un exemple qui m'a sidérée. Il est un peu à la périphérie de nos préoccupations, mais je voulais vous le livrer. J'étais en train de travailler sur un sujet, et parce que je m'intéresse beaucoup aux questions de psychiatrie, enfin un truc comme ça, peu importe,
j'ai découvert que le CHRU de Lille avait lancé un appel à projet pour créer un logiciel afin de diagnostiquer les problèmes de l'hallucination chez le jeune enfant. Enfin, vous voyez le truc pointu de chez pointu. Je vous donne en 1000 pour savoir par quel système de financement ils ont réalisé cela. Ils l'ont fait sur Ulule. Ulule, le site de crowdfunding en ligne que vous pouvez trouver sur vos tablettes, sur vos smartphones, et qui va vous permettre de soutenir le projet de la création d'une paire de chaussures éthiques ou je ne sais trop quoi. Eh bien, ces chercheurs, ce prof de médecine, ce prof de psychiatrie, pour financer son projet logiciel et être libre et cohérent et soutenable, a fait appel à un système de crowdfunding. Ce jour-là, je me suis dit, il est temps de changer ces représentations. Bien, un petit peu. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et travaillez bien, bonne journée. On a besoin de vos travaux. À très bientôt, entendu, avec plaisir.